Alors, bonjour à vous, bonjour Octavie, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit sur la chaîne et donc je rappelle que tu es une personne transgenre. Tu es bien d'autres choses, mais en tout cas c'est surtout cet aspect de ton identité qui va nous intéresser en fait lors de ce débat. Et puis on est également avec Phoenix de l'association qu'il préside Phoenixisation. Vous trouverez tous les liens en description. Puis il y aura également le lien vers le Twitter d'Octavie en description. Voilà. Voilà pour les présentations. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, eh bien pour parler de la réalité en fait de la transsexualité, c'est-à-dire comment peut-on être transsexuel. Est-ce que c'est véritablement une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui factuellement existe et palpable? Qu'en dit la science? Ou est-ce que c'est peut-être, en tout cas, ça va être la position que je vais défendre, est-ce que c'est encore un des travers des sciences sociales qui se prennent pour des sciences exactes et qui nous font prendre des vessies pour des lanternes? Voilà. Donc c'est un débat qui va être assez intéressant, je pense, parce que eh bien, tous les deux, Octavie, on est les modestes représentants voilà, de deux courants de pensée qui s'affrontent. Et puis, on aura peut-être un avis médian avec Phoenix qui lui, aura peut-être son avis peut-être entre nous deux. Voilà, ou peut-être pas, on verra. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. La première question que j'avais envie de te poser, Octavie, ce serait peut-être de te demander, en fait, qu'en est-il de la réalité du transgenrisme? C'est-à-dire, comment toi, je t'avais déjà posé cette question la dernière fois, mais si tu peux aller un petit peu plus loin dans la description, c'est-à-dire, tu nous avais dit la dernière fois que tu voyais ça comme une stratégie, c'est-à-dire que voilà, tu nous avais expliqué que tu aimais beaucoup le genre féminin et que, eh bien, pour toi, il avait du charisme et que tu étais rentré dedans, voilà, parce que bah, voilà, c'était quelque chose qui te plaisait et que pour toi, c'était une stratégie, c'est-à-dire, il n'y avait pas de négation de la biologie, comme on peut le voir chez beaucoup de militants trans ou LGBT. Non, toi, tu es bien au courant que bah, voilà, tu as la biologie que tu as et malgré en fait les modifications que tu as opérées au cours de ta transition, eh bien, tu appelais ça une stratégie. Voilà. Donc, qu'en est-il de cette stratégie et n'y a-t-il pas d'autres moyens en fait pour résoudre ce problème que de changer de sexe? Voilà. Mm. Ben justement, c'est intéressant parce que moi, c'est une question qui m'intéresse quelque part. J'aimerais bien qu'on provoque ma propre démarche, qu'on me dise comment j'aurais dû faire autrement pour peut-être davantage m'épanouir. Bon, le point à préciser en effet, c'est que moi, je défends l'idée de la transidentité. Je ne défends pas l'idée de changer de sexe au sens strict, hein. On ne devient pas femme, on ne devient pas homme aujourd'hui, contrairement à ce que la communauté LGBT voudrait nous faire croire. Et ce qui est assez délétère, hein, parce que certaines jeunes personnes ont l'air d'y croire vraiment. Donc, pour des tas de raisons qu'on aura peut-être l'occasion de développer, on ne peut pas devenir ça. Par contre, on peut devenir trans. Et être trans, pour moi, c'est une nouvelle façon d'aborder les questions de séduction, de sociabilité liées au genre et aussi de sexualité. Donc moi, clairement, donc je suis né homme et pour moi, dans la société telle qu'on vivait, en tout cas quand j'étais ado et jeune adulte, être homme, ça voulait dire être soit dominant, soit homo. Et moi, je ne suis pas homo. J'aime les femmes, j'aime les hommes, j'aime tout le monde, hein, je me limite pas à un genre, un sexe. Et en même temps, je ne suis pas un homme dominant, du moins d'un point de vue absolu. C'est-à-dire que je peux jouer le chevalier, le prince, je peux le sauveur, pour le genre masculin. Ça me plaît beaucoup. Mais je ne suis pas dans une posture dominante. C'est moi qui sers l'autre. Et donc, posant cette posture dans le social, bah, c'est très faisable, hein, on peut jouer les héros, etc. Autant dès qu'on arrive dans la séduction et le sexuel, c'est beaucoup plus gênant et beaucoup plus pesant quelque part, car ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, donc étant donné que le féminisme fait son chemin, mais peut-être un peu trop lentement, et que les femmes finalement, pour des raisons aussi là qu'on pourrait creuser psychologiquement, tendent à toujours chercher une figure masculine particulière, bah, elles ne pouvaient adopter ma figure masculine, et donc du coup en adoptant une figure féminine, c'est là le grand paradoxe, c'est que auprès des hommes ou des femmes d'ailleurs, je trouve des dominants des deux côtés et moi je m'y retrouve beaucoup. J'ai ma posture d'objet, de princesse en quelque sorte et ça me convient beaucoup plus, d'où le côté stratégique. D'accord, eh bien, merci pour cette réponse. Je vais te laisser peut-être annoncer quelques mots, Phoenix, histoire de voir quelle est ta position à toi par rapport à tout ça, ta position de départ en tout cas.
Moi, je voudrais juste se cadrer déjà avec une toute petite question de définition. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus pendant une heure, mais la dernière fois, on a beaucoup débattu de finalement est-ce qu'un homme peut devenir une femme ou pas, mais à aucun moment on a vraiment défini ce que pouvait être un homme ou une femme. Et Octavie, qui a commencé à prendre la parole, nous expliquait que la vision d'homme et femme, c'était principalement une posture par rapport à des pulsions. Et avant de savoir donc si la question de savoir si on peut Non, passer c'est une pas femme ou du non, tout. Homme-femme, c'est très très simple, pardon. vas-y. Homme-femme, c'est génétique, c'est chromosomique, c'est au niveau du corps. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Un homme et une femme, c'est un corps d'homme et de femme, simplement. Par contre, moi, je défends en effet l'idée que le corps trans, du moins quand il est passé par les hormones, les chirurgies, etc., est un nouveau corps. On pourra y revenir. Mais juste, il n'y a pas de débat là-dessus. Corps Et du coup, tu homme-femme, fais, tu fais une séparation entre les trans, j'imagine, hein. Tu restes sur l'idée qu'il y a deux types de trans différents parce que j'ai l'impression que tu les passes sous le même groupe depuis le début. on pourrait faire une typologie des trans, hein, ça serait assez intéressant aussi, des motivations qui, parce que moi, ma motivation à moi n'est pas la motivation d'une autre M2F. Euh, je sais pas à quel moment de la vidéo on pourra parler de ça. N2F, juste une petite parenthèse, D'accord. N2F, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre de vocabulaire, qu'est-ce que ça signifie? Si tu peux nous le rappeler, s'il te plaît, Octavie. Simplement mâle to femelle, hein, donc ça explique le sens de la transition. Alors c'est un terme qui apparemment est très mal vu dans la communauté LGBT parce qu'il rappelle que si on n'est pas des femmes ou pas des hommes, on est des trans. Donc, voilà. Mais moi j'aime beaucoup ce terme, je le trouve assez science-fiction et j'aime bien. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je vais quand même déjà avoir quelques interrogations. Alors, la première question, je crois que tu n'aimes pas qu'on te pose beaucoup de questions en même temps. Tu as du mal à cadrer sur plusieurs questions, donc je vais te les poser une par une. J'en ai beaucoup. La première, c'est qu'est-ce qui intérieurement, en fait, t'a poussé à devenir trans? Parce que, en fait, tu nous dis que tu aimes bien les jeux de rôle, que tu aimes bien la domination, etc. Et tout ça, en fait, j'ai envie de te dire, c'est assez, somme toute, banal. C'est le jeu amoureux, c'est le jeu sexuel, c'est le jeu qu'il y a entre les hommes et les femmes depuis des millénaires. Et des gens qui se déguisent, des gens qui se mettre dans des rôles et lors d'un acte ou lors d'un rapport de séduction entrent dans des rôles jusqu'à se déguiser, je veux dire, il y a aucun problème. C'est quelque chose, encore une fois, d'extrêmement banal. Qu'est-ce qui te fait sauter le pas? Qu'est-ce qui te fait casser la limite, en fait, eh bien, comment dire, de ton corps biologique tel qu'il est, puisque tu as modifié ta biologie pour pousser encore plus loin le jeu de rôle. Parce qu'on est d'accord qu'on est dans un jeu de rôle là. Mm. Mais justement, l'idée, c'est exactement ça, c'est de ne pas se limiter à un rôle en fait. On joue un rôle. Moi, pendant des années, je me suis fait passer pour une fille sur des réseaux, j'ai joué des personnages féminins dans des jeux vidéo, etc. Et à un moment donné, on se dit, mais ce rôle-là, j'aime l'incarner. Pourquoi finalement je ne deviendrai pas ce personnage en quelque sorte tout le temps? D'accord. Ma deuxième petite question, c'est Phoenix en a parlé et je pense que je vais pousser un petit peu plus loin. Il te disait en fait, est-ce que tu places sous la même catégorie les trans femmes, donc qui viennent du genre femme, et les trans hommes? Alors, tu as répondu sur l'aspect psychologique. On a compris que bah, voilà, il y a des motivations différentes selon les personnes. Mais au niveau biologique, même si tu regroupes en fait les trans hommes et les trans femmes sous une même catégorie trans, au niveau biologique, ça reste des personnes qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des chromosomes masculins, des gens qui ont des chromosomes féminins, des gens qui, pendant toute la gestation et toute leur enfance, ont été soumis à des hormones masculines et des gens qui ont été soumis à des hormones féminines. Et ça crée en fait des particularités qui ne changent jamais du début de la vie jusqu'à la mort. Donc du coup, on a des gens qui sont intrinsèquement différents, quand bien même ils se regrouperaient sous une même catégorie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hmm. Donc oui, il y a la question de... Bah oui, c'est pour ça que moi, mon état civil que je propose, c'est quatre corps en fait. C'est de reconnaître le corps masculin, le corps féminin, le corps M2F et le corps F2M. Donc parce Donc que tu c'est les en effet scindes quatre bien en deux, en fait. différents. Tu les scindes bien en deux. Malgré que tu les regroupes sous une catégorie trans, on peut dire qu'il y a deux sous-catégories. C'est-à-dire femme qui devient homme et homme qui devient femme. J'ai bien compris? Exactement, ouais. D'accord. Étant donné que ça va répondre à une logique hormonale différente,
et qu'il semble que les hormones aient une influence, il paraît, hein, sur pas mal de choses, étant donné que ces corps-là vont être influencés hormonalement d'une façon différente, tout en gardant des caractéristiques de leurs origines, bah, ça fait un mélange, et ce mélange, à mes yeux, justifierait qu'on les reconnaisse comme des corps à part entière, différés de mâle-femelle. D'accord. J'aurais souhaité savoir aussi qu'est-ce qui rend, parce que tu nous en as parlé, tu as dit que tu voulais pousser un petit peu plus loin le jeu de rôle et que finalement, bah, tu nous disais que tu voulais plus jouer un rôle. Mais par définition, quand on est dans un rapport amoureux, on joue toujours un rôle. Qui qu'on soit, quelle que soit notre identité sexuelle ou notre identité rêvée, j'ai envie de dire, on joue toujours un rôle. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais véritablement nous-mêmes, parce que déjà, il faudrait déjà qu'on sache qui nous sommes, et ça, c'est déjà une tâche compliquée, mais même, on joue toujours des rôles. Et je te posais la question, en fait, de savoir qu'est-ce qui t'avait poussé, en fait, à aller jusqu'à modifier ta biologie. Et tu disais, voilà, c'est pour ne pas jouer un rôle. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd où on peut pas revenir en arrière d'une manière assez rapide. Donc c'était vraiment un rôle que tu voulais incarner pendant longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un véritable mal-être en fait à être un homme ou est-ce que c'était juste comme ça j'ai envie de dire, voilà, tu as ouvert une boîte de jeux de rôle et puis tu avais envie d'aller un peu plus loin. Ou est-ce qu'il y avait une réelle souffrance à être un homme? Hmm. Donc là, c'est un petit peu délicat. Moi, je ne m'inscris pas dans un profil où j'étais en grande souffrance, suicidaire, et que je trouvais que la transidentité serait la solution absolue. Non, moi, j'étais plutôt bien en homme. Toutefois, j'avais 28 ans, 28, 29 ans, et j'avais déjà beaucoup, beaucoup vécu de choses en tant qu'homme. J'avais eu un sentiment d'avoir vécu quelque part, peut-être, tout ce qu'un homme peut vivre, hein, d'un point de vue mœurs, physique, sexuel, des tas de choses. Et là, je commençais à passer enfin, je m'approchais de la trentaine et je me suis dit, bah, au fond, est-ce que j'ai envie de rester un homme toute ma vie? Est-ce que finalement, ce personnage féminin que de temps en temps, par jeu de rôle, j'aime incarner, je ne pourrais pas l'incarner davantage? Ensuite, moi, mon dada de fond, ça reste quand même la psychologie, la vérité au sens large. Et là aussi, pour moi, c'était un terrain d'exploration assez intéressant pour peut-être bah, vivre certaines choses, comprendre d'autres choses et en contraste, mesurer des réalités humaines peut-être ignorées jusqu'ici. Alors, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Phoenix? Est-ce que tu avais des questions, peut-être Oui, juste une toute petite pour Octavie, parce que j'ai l'impression que tu dis deux choses qui sont peut-être conciliables, mais qui ont l'air a priori d'être opposées. C'est que d'un côté, tu nous dis finalement, je suis devenue une femme, en tout cas, je m'en suis rapprochée parce que j'aimais bien ça. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a un côté très stratégique. Et c'est vrai que du coup, on se demande, bah, est-ce que tu as vraiment fait ça dans une optique stratégique ou est-ce que c'est juste parce que c'est quelque chose qui t'attirait et t'es allé dans cette direction-là plus ou moins naturellement? Et puis peut-être ce sera intéressant après d'élucider sur concrètement c'est quoi ces stratégies et pourquoi est-ce qu'on les choisit ou non. Mhm. Mais disons, enfin, il y avait Kundera, l'auteur tchèque, qui avait un mot intéressant là-dessus. Il disait qu'on traversait le présent bah, les yeux bandés et qu'une fois qu'on avait traversé ce présent, on regardait en arrière et là, on comprenait le sens de tout ça. Donc moi, c'est un petit peu ça. Quand je prends la décision de faire ma transition, j'ai pas toutes les données. Je suis persuadée, par exemple, que toutes les femmes sont des soumises en essence, qu'elles aiment être dominées et que de ce point de vue, en tant qu'homme, je serais toujours disqualifiée parce que moi, je n'aimais pas ça. Bon, en faisant ma transition, en avançant, j'ai découvert que finalement, ce n'était pas le cas, qu'il y avait beaucoup de femmes qui finalement aimaient adopter une posture masculine et encore plus avec quelqu'un qui leur envoyait un contraste masculin, puisque ma féminité leur envoyait un contraste. Donc j'ai fait des découvertes et aujourd'hui, en effet, bah, ça rentrerait en compte. Mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Donc, mais bon, ma stratégie, c'est simplement une adaptation. Je voulais pas me priver de quelque chose. Je voulais me conformer à finalement ce qui était. Enfin, j'avais une sexualité de femelle en fait. Donc, je me suis dit au bout d'un moment, ben, on peut plus rien faire. Donc, il faut passer femelle pour s'épanouir de ce côté-là. Et finalement, j'ai découvert certaines choses. C'est pour ça que je trouve que c'est une exploration humaine assez intéressante et ça permet aux gens de se révéler. C'est un petit aparté. Moi, je trouve, aparté polémique d'ailleurs, que beaucoup de lesbiennes sont souvent deux femmes dominantes ensemble. Et en fait, n'aiment pas une sexualité soumise, mais vont se sentir dominantes avec une femme qui va leur permettre. Mais en même temps, comme l'autre
femme est aussi dominante, bah, c'est un peu chacun son tour. Et chacune va jouer un rôle, en fait. Donc, toi, tu fais la soumise, moi, je fais la dame. Après, on inverse. Et finalement, il manque quelque chose parce qu'on sent qu'en face, t'es jamais vraiment soumis. Et en fréquentant des lesbiennes, ce qu'elles aiment bien avec moi, c'est ça. C'est qu'elles sentent que moi, je ne demande pas le retour. Enfin, j'incarne la féminité et en même temps, je suis très femelle en essence, avec tout le sexisme que ça implique. Hein. Je renvoie pas à l'idée du corps de la femme, je renvoie à l'idée qu'on en a. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et du coup, elles se découvrent, elles se révèlent. Et peut-être que les trans sont une façon pour certains individus de mieux se comprendre en contraste. Donc, on est vraiment des inventions de la culture, quelque part de la technique, et on est peut-être une façon d'avancer dans la psychologie humaine. Donc ça, je ne cesse de le répéter, mais bon, je le pense. Alors moi, j'ai quelques questions par rapport à ce que tu viens de dire, puis par rapport à ce que tu as dit avant. Tu nous expliques qu'en fait, tu as fait ta transition en l'absence presque totale de souffrance. Comment en France peut-on faire une transition en l'absence de souffrance, puisque la transition est censée répondre à ce qu'on appelle les dysphories de genre. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est déjà, comment dire, euh, la démarche, comment on peut devenir une femme alors qu'on n'a pas de souffrance, et comment on le justifie au médecin. C'est-à-dire concrètement, on va voir son médecin et on lui dit, bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau homme, voilà, je voudrais tester femme. On prend rendez-vous quand? Comment ça se passe concrètement? Parce que on a quand même l'impression que c'était quelque chose qui, au départ, était censé répondre à une souffrance. Et là, tu nous expliques qu'en fait, ça répond plutôt à un désir d'expérimentation hédoniste. On n'est plus du tout dans la réponse à une souffrance dans ton cas. Donc, en effet, moi, je ne crois pas beaucoup au discours de la souffrance. Hein. On pourrait faire un débat vrai trans, fausse trans. Moi, je pense que c'est toujours très rationnel. Je pense par contre qu'il y a peut-être dans mon cas, des hommes qui ont peut-être moins de chance que moi, moins de personnalité, moins de compétences, et qui en effet n'arrivaient pas du tout, mais alors pas du tout à s'épanouir, souffraient énormément, et donc ressentaient qu'en femme ça se passerait mieux. Voilà, peut-être qu'il y a des profils comme ça. Moi, c'est vrai que c'est plus une façon de me compléter, de me dépasser qu'autre chose. Maintenant, concrètement, oui, les médecins, on ne leur dit pas ça. Les médecins, en fait, là, on rejoint un peu le côté scandale sanitaire hein, qui est en train de monter. On va avoir des associations, ils vous filent le nom des bons médecins qui sont trans-friendly, comme on dit. On leur raconte la main sur le cœur qu'on souffre de dysphorie, que tout petit, on préfère ci et ça, et ils vous filent une ordonnance et tout va bien. Voilà, donc là, clairement, oui, on peut le condamner et pas le condamner. Moi, je l'ai exploité, ça, clairement. Mais c'est sûr que moi, j'ai eu mon attestation de dysphorie en une séance de psy et j'ai eu mes hormones à la deuxième rendez-vous endocrinologue. J'ai eu une semaine de délai de réflexion. Ouais, c'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement moral parce que déjà, tu as le courage de nous en parler. Donc, le truc, c'est pas d'avoir un jugement moral. Le truc, c'est à chaque fois, moi je le dis, c'est de voir pour la société. Et on voit que pour la société, eh bien, que c'est extrêmement léger. C'est-à-dire que il n'y a même pas en fait d'investigation psychologique, il n'y a même pas d'investigation psychiatrique, il n'y a aucune investigation sur le passé, sur ce qui aurait pu éventuellement conduire à ce résultat. C'est-à-dire on a des psys qui sont clairement complaisants, voire même qui sont militants pour cette cause, ou alors qui touchent de l'argent et c'est peut-être leur cœur de business. Mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose de sérieux. Voilà, c'est vraiment pas cadré, quoi. Honnêtement, pas du tout. Il n'est pas du tout sérieux, mais c'est assez ridicule. C'est pour ça que moi, j'ai une approche esthétique des choses. Hein. Je me dis, on pourrait presque zapper le médecin qui n'est là en fait pour rien. Et si je suis assez polémique et immorale à travers mon approche dite rationnelle, c'est parce que je suis assez convaincu que si on creuse un peu, beaucoup de gens sont tout aussi rationnels que moi en fait. Et que la transsexualité soi-disant psychiatrique n'existe jamais vraiment. Par contre, si je fais ça, c'est aussi pour lancer un appel quelque part. La psychologie aujourd'hui, il n'y a pas une mauvaise psychologie et une bonne psychologie. Il n'y a pas de psychologie. La psychologie est une science en mouvement, en construction, qui a du mal à finalement progresser. Et là, enfin, par exemple, je mets mon psy qui m'a donné ça en 20 minutes. Si j'avais fait peut-être un an de thérapie avec quelqu'un d'autre, je suis pas certaine qu'on aurait vraiment trouvé davantage de choses.
Ouais, Donc mais comme ça n'a là pas été aussi, fait, comme ça n'a pas été fait, on le saura jamais. Et comme il n'y a pas d'études, et ben c'est vrai que là on est, c'est ton mm, opinion et je le respecte et je l'entends et je le reçois. Mais ça reste des spéculations, c'est-à-dire qu'en vérité, on n'en sait rien. Et là, on est dans la spéculation la plus absolue, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien de factuel et on est en train de modifier des êtres humains. Enfin, moi, ça, voilà, je repars sur non pas la morale, mais la sagesse. C'est quelque chose qui est assez flippant, c'est-à-dire que il n'y a aucun garde-fou véritablement. Enfin, on va parler après des dangers, mais avant ça, si je pouvais t'orienter vers ce que tu nous disais, parce que tu en avais parlé, je l'avais noté dans la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'est que tu parles en fait de vérité, mm, c'est-à-dire que le fait de transitionner, eh bien, te donnerait accès à une vérité. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu as besoin, tu me diras si je me trompe, mais on a l'impression que tu as besoin d'objectiver ta condition d'homme pour pouvoir l'analyser. C'est-à-dire que tu as besoin de sortir de ta condition d'homme, même si ce n'est pas véritablement le cas, on l'a compris, mais tu as besoin quand même de sortir de cette condition d'homme pour pouvoir l'analyser. On dirait que, parce que je ne vois pas quel genre de vérité on peut découvrir en modifiant son corps. Je veux dire, la vérité est indépendante de notre corps et la vérité, en fait, c'est quelque chose qui existe par soi-même. C'est pas quelque chose qui existe relativement à notre corps ou relativement à notre sexe. Donc, voilà, j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu là-dessus sur ta vision des choses. mm, Mais disons que c'est simplement, si on prend par exemple le travail des femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes font exercent des fonctions professionnelles qu'on ne leur aurait peut-être pas prêtées à d'autres époques. On aurait dit ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur truc. Et puis on voit qu'aujourd'hui, en fait, si. Et du coup, avoir donné cette possibilité, ça a permis à la vérité, qui était en fait là, mais qui n'était pas visible, de surgir. Mais là, c'est un petit peu la même idée, en fait. On a l'impression qu'il y a homme et qu'il y a femme, et qu'on mélange un peu les deux, peut-être qu'on contraste, on voit davantage ce qui fait l'un et ce qui fait l'autre. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est une objectivation en fait. Tu avais besoin d'objectiver ta condition masculine pour l'analyser, mais il y a quand même une réalité qui, pour le coup, est une vérité scientifique et biologique. C'est que en l'absence de, comment dire, en l'absence d'hôpitaux, en l'absence de sciences, imaginons que demain il y a un grand blackout et qu'il n'y ait plus d'électricité, bah pour faire un enfant, il faut papa-maman. C'est quand même une réalité qui est pour le coup extrêmement factuelle. Comment tu rejettes cette vérité-là en recherchant la vérité, une autre vérité avec un grand V? Mais ça, je le rejette pas du tout. Enfin, en effet, pour se reproduire, il faut un homme et une femme. Je vois pas en quoi je remets en cause cette question. Non, parce que je t'explique pourquoi je te pose cette question. Parce qu'on a l'impression souvent, dans ton discours, même si il est beaucoup plus attaché à la rationalité, ton discours, hein, je l'entends. Mais dans ce discours-là, on a souvent des gens qui nient en fait cette binarité. C'est-à-dire que pour eux, tout serait plus complexe en fait. Et la binarité que nous impose à la naissance la nature, eh bien, serait une binarité qui serait, on a l'impression que c'est quelque chose en fait qui serait injuste et qui serait une assignation embêtante. Mais il y a des assignations qui sont naturelles. Et alors quand je dis naturel, c'est pas au sens religieux, c'est pas au sens où rien ne doit être modifié, mais c'est au sens où la nature a une certaine sagesse, on y revient à la sagesse, qui a fait vivre, comment dire, qui nous a fait arriver jusqu'ici. Hein, la Terre a des millions d'années. Et on arrive ici et en fait on dit voilà la fameuse évolution darwinienne et on lui dit aujourd'hui bah t'es gentil la nature mais en fait nous on va rentrer là-dedans on va modifier donc c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu. Là, on frise le sujet transhumaniste, mais du coup, on s'affranchit complètement de cette nature-là et de cette binarité-là. Et pourquoi ne pas l'accepter, en fait, cette binarité? Qu'est-ce qu'elle a, en fait, d'oppressante? Donc, concernant la nature, moi, je considère qu'elle n'est pas très bien faite, en fait. Parce que, preuve en est, nous, Homo sapiens, on a dû développer la technique, on a dû développer des tas d'outils que la nature ne nous avait pas confiés à la base. Preuve en est qu'elle était peut-être pas super bien faite. Ou alors, c'est un plan de sa part pour justement nous pousser quelque part, hein, pourquoi pas. On le saura à la fin. Donc, voilà. Et fidèlement à moi-même, j'ai oublié ta seconde question qui était intéressante. Ah oui, voilà, sur la binarité. Ouais. Alors là, j'ai une position assez polémique, justement, donc c'est assez intéressant. On parle beaucoup de déconstruction des genres, par exemple, aujourd'hui, les Comme hommes, les femmes, Kundera que tu as etc. cité, Kundera était un structuraliste déconstructiviste. Exactement. Moi, je pense, c'est assez polémique, qu'il ne faut pas déconstruire les genres.
il faut juste déconstruire le lien entre genre et corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en déconstruisant les genres, en leur faisant perdre un sens, en les mélangeant peut-être, bah, il y a certains individus, notamment ces ados trans, qui vont se sentir obligés de s'approprier un genre par le corps, parce qu'il n'a plus assez d'identification dans le genre lui-même, dans les habitudes, les vêtements, etc. Donc il va prendre le corps auquel on associe généralement ce genre, histoire de dire, bah, vous voyez, je suis dans ce genre-là, moi. Alors qu'au contraire, si on renforçait les genres, tout en laissant la liberté d'adopter un genre ou un autre en fonction de son sexe, peu importe, je pense qu'on aurait plus en effet d'équilibre, que les choses se compléteraient plus naturellement. Mais en effet, ces genres, faut peut-être les repenser davantage. Mais en tout cas, je suis pour une binarité des genres, une complétude. Moi, je crois fondamentalement qu'il y a vraiment deux âmes humaines. Une âme qui aime asservir, une âme qui aime obéir. Et ces âmes, elles doivent se trouver, en fait. Le seul problème, c'est que ces âmes naissent indifféremment entre les hommes et les femmes. Donc, du coup, quand tu n'es femme, que tu aimes dominer, et qu'on te dit, bah non, tu dois jouer la soumise, il y a un truc qui marche pas. Et inversement. D'accord, donc en fait, tu ne nies pas la binarité, c'est simplement que la binarité, en fait, si tu la nies, mais dans la biologie, mais par contre, tu l'acceptes, voire même tu la penses indispensable et nécessaire dans la construction sociale. C'est-à-dire que la binarité sociale, homme-femme, hein, comment dire, la construction des genres, la construction culturelle des genres, ça, tu penses que c'est quelque chose de nécessaire. Par contre, tu ne penses pas nécessaire la binarité biologique. Tu penses qu'il doit y avoir des corrélations entre les deux. J'ai bien compris, hein, c'est ça? Exactement. La culture, de toute façon, vient de nous, hein. Si on a inventé la culture, c'est bien qu'on en a eu besoin. Alors peut-être qu'il y a eu des besoins à une époque, on en a plus à d'autres et qu'il faut l'aménager. Mais c'est vrai que les genres, moi j'aime beaucoup défendre cette position. Je pense que la déconstruction n'est pas bonne. La nature a horreur du vide. Donc si on déconstruit, quelque chose d'autre va le remplacer. Donc autant choisir ce qui peut remplacer. Il y a beaucoup d'hypocrisie, par exemple, avec les féministes actuellement. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en somme, les féministes, pour moi, sont des femmes qui aimeraient jouer un rôle d'homme, hein, la plupart du temps. Mais comme elles se l'interdisent, quelque part, eh ben, elles veulent empêcher les hommes de jouer leur rôle d'homme. Si en fait, toi, t'as pas le droit. Si moi, j'ai pas le droit, t'as pas le droit. Alors que moi, je dis aux féministes, bah, assumez-vous, femmes masculines, assumez-vous dans un rôle, entre guillemets, masculin, et laissez les hommes aussi s'assumer dans un rôle masculin et que tout le monde trouve son compte, finalement les prédateurs s'assument, rencontrent les proies de tout sexe et que tout ce beau monde s'épanouit. Mais ça, ils ont D'accord, du mal à l'entendre. d'accord. Alors, Octavie, merci pour ta réponse. Et donc, du coup, moi, j'avais une question, en fait, parce que dans le déploiement de ce que tu dis, tu le sais pas, mais tu me donnes raison sur le premier débat que j'ai eu, qui n'était pas avec toi, sur la question du genre. C'est-à-dire que à l'époque, je disais à la personne qui me disait non, mais tu comprends, les gens ont envie de changer de genre parce que, tu sais, des fois, les genres, ils sont trop, comment dire, il y a des gens qui ne se sentent pas femmes et qui ne se sentent pas hommes. Et j'avais dit ça, je l'avais dit, moi, quand j'étais gamin, tu sais, je jouais souvent à la marelle. Ça ne m'a pas empêché de coller des droites à des petits merdeux qui me faisaient chier dans la cour. Et en fait, je lui avais dit, je pense que si les gens veulent transitionner, c'est parce que je trouve que les genres, c'est-à-dire la construction culturelle de la sexualité est beaucoup trop rigide en fait dans nos sociétés. Et très souvent, les gens qui transitionnent sont des gens qui viennent de familles où les genres sont extrêmement rigides. C'est-à-dire qu'en gros, si tu tombes par terre, si tu pleures, ou si tu es un peu trop sensible, ou si tu préfères la danse plutôt que la boxe, bah, tu es une pédale. Et comme tu n'as pas envie d'être une pédale, bah, tu te dis, bah, je suis peut-être une femme, je suis peut-être. Tu vois ce que je veux te dire? Et je me demande si, justement, au lieu de déconstruire la binarité biologique, qui est une donnée innée, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt peut-être déconstruire un petit peu les genres au niveau culturel et se dire que bah, si un mec porte des choses voilà, un petit peu roses et qu'il joue un peu à la poupée, eh ben, que ce n'est pas finalement un drame et que ça reste un homme quand même. Mm. Bah, là-dessus, moi, non, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'une société a besoin de repères, a besoin de fonctionnalité. Et je pense que les genres ont été inventés un peu dans ce but à la base. Chacun son rôle, chacun sa fonction, chacun ses habitudes, ses goûts, ce qu'on veut. Et codifier des genres, des étiquettes au sens large, en fait, ça permet peut-être de mieux s'y retrouver et de mieux finalement atteindre ses propres intérêts et donc s'épanouir à terme. Je ne sais pas dans un monde où tout est invisibilisé, où on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait avec les autres. Les gens doivent nous renvoyer des codes, des images, et on doit savoir comment s'adapter à eux ou non.
Alors, pardonne-moi, Phoenix, avant de te donner la parole, justement, j'avais vite fait quelque chose à répondre à ça. C'est que c'est assez marrant parce que en fait, tu refuses la binarité biologique, c'est-à-dire que la dernière fois, c'est inversé par rapport à la dernière fois. Si tu te rappelles, notre premier échange, c'est moi qui te disais, tu sais, tu nous disais que peut-être que les genres plus tard, en fait, n'auraient peut-être plus de réalité et que bah, c'était sûrement quelque chose de bien et que c'était pas forcé que ce soit quelque chose d'intéressant d'être assigné en fait à identité de genre, en gros, à biologie. Et en fait, moi, je te répondais, ouais, mais t'as pas peur qu'on soit un peu tous paumés, on a quand même besoin de repères, etc. Et tu me disais, non, non, je pense pas, etc. Et là, en fait, la chose est inversée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est toi qui me dis, non, non, mais la société a besoin de repères. Sauf que pour toi, la construction sociale, en fait, est beaucoup plus importante que la biologie. Et pour moi, la biologie est beaucoup plus importante que la construction sociale, parce que la biologie est une donnée innée et naturelle, et je considère que la nature a de fait une sagesse qu'elle porte en elle-même. Mais bon, c'est pas là-dessus que je voulais aller. La question que je voulais te poser suite à ce développement, c'est en gros, pourquoi en fait tu donnes cette importance à la construction sociale, qui est une construction, tu le dis toi-même, et non pas à la biologie, en fait. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que, eh bien, on a véritablement besoin, en fait, on a véritablement besoin de repères, tu le dis, mais pourquoi ces repères devraient être une construction humaine plutôt que biologique. C'est-à-dire qu'en gros, en miroir par rapport à moi, moi je te dis d'emblée, j'ai plus confiance en la nature qu'en toute autre chose, et surtout pas en les constructions humaines, hein, quand on voit où on en est avec le mur climatique et toutes ces conneries. Et toi, tu me dis l'inverse, en fait. Non, non, moi j'ai plus confiance aux constructions humaines. Alors encore une fois, c'est pas un jugement, mais pourquoi tu as plus confiance en ce qui est construit plutôt qu'en en ce qui est inné? Mais justement, parce que si on a besoin de construire, c'est qu'il y a un problème au niveau de la nature, c'est qu'il y a un manque à la base. Les corps biologiques, pour moi, sont juste des corps. Ils codifient certaines caractéristiques corporelles, notamment liées à la reproduction, et c'est tout. Comment on fait le reste? Et ben pour le reste, il faut forcément construire, artificialiser des codes et construire socialement, simplement. Donc, il faudrait peut-être aller plus loin. Par exemple, si on prend le coït, pénétration, pénis, vagin. Il me semble que les gens qui défendent souvent la nature, etc., imaginent que la femme est forcément un réceptacle et l'homme celui qui la féconde. Alors ça, c'est vrai factuellement. Mais comment ça se vit psychologiquement? Psychologiquement, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est le pénis qui rentre ou le vagin qui bouffe le pénis. On ne sait pas en fait qui domine en vrai. On a imaginé qu'il y avait un sens dans la nature alors qu'il n'y a aucun sens. Donc la nature est très factuelle, très finalement limitée, et qu'on on a des besoins psychologiques, on a des besoins très divers liés à notre humanité, notre conscience, bah là, on a besoin en effet de construire socialement. Et je pense que à ce niveau-là, la nature est finalement très insuffisante. Moi, je Alors, suis assez d'accord. Je suis assez oui, d'accord avec ce que tu dis et les remarques s'enchaînent assez bien. C'est-à-dire que oui, il y a des déterminations peut-être biologiques, mais à côté de ça, elles sont pas forcément porteurs d'un sens, il est à construire. Simplement, j'ai l'impression que ce sens, il se construit aussi par rapport à des besoins, par rapport à des besoins stratégiques, par rapport à euh, ce dont on a besoin. Et là, j'ai l'impression que tu fais revenir l'homme et la femme à un ancien modèle, alors qu'aujourd'hui, bah, ces modèles tendent justement à être remis en question par l'avancée technologique, etc. Tu vois, et peut-être que s'ils sont remis en question, c'est parce que justement, comme tu dis, la nature a horreur du vide, que toute la technologie a créé un vide, et qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à construire, plutôt que de se rattacher aux anciennes constructions qui ont été créées depuis déjà il y a bien longtemps. Et pareil que Cyril, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit revirement de ta pensée par rapport à ce sujet-là, que tu tenais pas forcément les mêmes arguments la dernière fois. Mais je te laisse répondre. Mhm. Non, mais moi, les genres tels qu'ils existent aujourd'hui, ils vont disparaître, j'en suis certaine. Par contre, l'idée d'étiquette, le genre, c'est une étiquette parmi d'autres. Ça, moi, je crois beaucoup en l'idée d'étiquette. Donc aujourd'hui, de façon assez polémique, ça c'est pour un petit peu me droitiser, que j'aime bien alterner entre très progressiste de gauche et très droitarde. Je pense que la déconstruction est une mauvaise idée, en effet. Il ne faut pas renoncer à l'idée d'une étiquette. Par contre, le genre tel qu'il existe aujourd'hui, notamment en les liant au corps, ça c'est casse-gueule, quoi. Ce que disait Cyril tout à l'heure sur l'idée qu'un homme peut jouer à la marelle, pleurer, etc., je suis tout à fait d'accord, justement. C'est bien la preuve que plus qu'un corps masculin peut faire tout ça, on n'a pas d'intérêt à lui attribuer des codes spécifiques.
Par contre, on peut Mais des créer codes des sociaux, étiquettes où il des va codes sociaux les codes spécifiques sociaux. dans mon cas. Voilà. C'est-à-dire que les codes biologiques sont importants. C'est-à-dire qu'on peut jouer à la marelle sans biologiquement cesser d'être un homme. Par contre, on ne peut pas devenir biologiquement une femme, même si c'est pas possible. Mais je veux dire, au moins au niveau de la Mhm. forme, on ne peut pas devenir formellement une femme et rester un homme. C'est ça qui est différent pour moi. Non, ça, je suis tout à fait d'accord, mais là où on voit, c'est qu'en fait, être un homme ou une femme au sens du corps strict, hein, sans connotation culturelle, bah, finalement, c'est pas grand-chose, en fait. C'est pas Ah, c'est très juste la base, intéressant. c'est juste ce qui nous fait vivre. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est pas très si important que ça. Ce qui est Bah important, si, c'est ce qui a fait advenir l'humanité et qui l'a fait arriver jusqu'à là où on en est. C'est quand même, c'est pas tout à fait rien quand même. oui, mais maintenant qu'on est là, il faut qu'on construise socialement pour justement pérenniser notre épanouissement, notre futur et tout le reste. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la construction sociale et de tout ça. Moi, j'aimerais arriver sur un autre sujet qui m'a passionné quand j'ai travaillé notre entretien, qui m'a passionné et qui m'a fait peur aussi, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est Mhm. c'est tout ce que, en fait, le fait de devenir, c'est-à-dire la stratégie que tu as adoptée, le fait d'avoir un corps d'homme et de devenir une femme, il y a énormément, en fait, de dangers. J'ai vu que les cancers, en fait, chez les transgenres, avaient une prévalence, mais qui était énorme à cause des hormones qu'ils ou elles prennent, parce que, eh bien, ce sont les hormones qui ne sont pas faites pour eux. C'est-à-dire que envoyer à haute dose des oestrogènes dans un corps qui est chromosomiquement, je vais y arriver, fait comme un homme, eh bien, ça a des conséquences. Et c'est là où on peut commencer à parler de scandale sanitaire, c'est-à-dire qu'en plus de payer ces hormones, on en a parlé l'autre fois, on va avoir des gens qui vont massivement faire grimper les chiffres du cancer parce qu'ils vont être malades. C'est-à-dire qu'on a médicalisé des gens qui n'étaient pas malades et cette médicalisation va en plus déclencher des maladies qui sont potentiellement mortelles. Comment tu t'arranges avec ça? Pas forcément simplement au niveau individuel, mais au niveau sociétal. C'est-à-dire que véritablement, on crée de toutes pièces euh, une, euh, une crise sanitaire à venir. Mhm. Donc, sur cette question, bah, moi, je n'en sais rien. Je suis pas du tout médecin, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Les hormones, on regarde leurs fonctions précises. Moi, j'ai du mal à voir comment elles peuvent déséquilibrer un corps de ce point de vue. La puberté, finalement, c'est souvent ça, c'est qu'on a des corps assez neutres, dépourvus d'hormones, et on les bombarde d'hormones, donc féminines ou masculines. Et puis ces corps vont muter au contact de ces hormones. Je vois pas pourquoi Mais les bombarder hormones, un corps. les hormones sont quand même corrélées en fait à un plan chromosomique. C'est-à-dire que il n'y a pas dans la nature, il n'y a pas à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de chromosomes XY qui sont bombardés d'œstrogènes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu mettais de l'essence dans une voiture électrique, pour parler vulgairement ou voilà, pour être un peu cavalier. Je veux dire, si tu mets de l'essence dans une voiture électrique, tu vas avoir des problèmes. Si tu mets de l'oestrogène à haute dose dans ce qui est le corps d'un homme, il est assez compréhensible qu'il y ait des problèmes. Alors, je mettrai le lien de l'étude. Hein. J'ai trouvé 3 études différentes qui montrent qu'il y a véritablement une prévalence très importante des cancers chez les personnes qui ont subi ou un arrêt de la puberté, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et qu'à mon avis, tu n'as pas pratiqué. Mais voilà, apparemment, il y a beaucoup de gens qui prennent des bloquants de puberté et puis, il faut aussi dire que bah, quand tu as été un fœtus et quand tu as eu ta puberté, eh bien, les hormones qui ont été déployées dans ton corps, comment dire, on fait en toi, en fait, des modifications qui ne changeront jamais pour la vie. Et donc, du coup, voilà, tu as commencé en fait biologiquement à te construire comme un homme, puis d'un coup, non, tu mets de l'œstrogène et tu dis finalement, les hormones, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même juste ce qui fait pousser le pénis quand on est dans le corps de sa maman, quand on est dans le ventre de sa maman. Et dans ton cas, c'est ce qui fait pousser les seins, c'est ce qui modifie quand même au niveau formel ton corps. Donc, c'est pas rien du tout quand même. C'est quelque chose de très important. On voit qu'il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes hormonaux, et ça peut se finir très grave, voire par la mort. Donc non, les hormones, c'est pas rien du tout. Enfin, j'ai l'impression que tu banalises un peu, non? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Mais me concernant, voilà, moi, au niveau de la sciences dures, de la médecine, je connais absolument rien.
Mais alors, il faut distinguer plusieurs choses en fait. Les bloqueurs d'hormones dont on parle, en effet, ça c'est une absurdité totale puisque ça s'adresse à des préados, ça s'adresse à des individus qui ont tellement peu découvert la vie que comment ils pourraient savoir que ça leur convient pas. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus à mes yeux. Ensuite, ce qui est dangereux, c'est que justement on les prive d'hormones, d'où l'idée de bloqueur. Donc comme le corps est dépourvu de toute hormone, bah, il développe en effet des carences et des problèmes, donc il n'y a pas de souci. Mais par rapport aux problèmes hormonaux, c'est ça en fait. Ce qui pose problème, c'est de manquer d'hormones. On a besoin d'hormones parce qu'elles font plein de choses. Mais par contre, avoir les hormones de l'autre corps, dans un corps qui au départ n'est pas fait pour ça, je suis pas sûr que ce soit très problématique en fait, à partir du moment où il y a un apport hormonal. Alors moi, j'en suis sûr. Ensuite, Encore une fois, sur il y les aura les cancers, liens. Il y aura les liens en description, mais ça pose de gros problèmes, ça pose d'énormes problèmes. Et en même temps, encore une fois, c'est compréhensible. Balancer à haute dose des œstrogènes dans un corps qui est fait homme dans toutes ces cellules, parce qu'il faut rappeler que les chromosomes sont présents dans toutes nos cellules. C'est-à-dire que toutes tes cellules, en fait, sont le fruit de la masculinité. Et là-dedans, tu envoies un fleuve d'œstrogènes. Forcément, ça peut poser quelques problèmes. Et vraiment, il y a de gros problèmes à ce niveau. Donc pour toi, je c'est suis quoi un pas problème trop en fait? d'accord. Moi, non, mais excuse-moi. Moi, je pense que la génétique, elle code ce qui va permettre de produire des hormones dans le corps. Mais la génétique, c'est tout ce qu'elle fait en fait. Après, les hormones qu'on reçoit, elles font les effets qu'on attend, mais ces effets ne vont pas plus loin. Enfin, je veux dire, devenir une femme, ce n'est pas attraper un cancer en fait. Ben, en fait, si, parce que c'est ce qu'on observe dans les études en tout cas. Mais pour toi, en fait, les hormones, il n'y a pas de choses en fait qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'elles font, ça y est, on a fait le tour de la question, on sait tout ce qu'elles font, et tout ce Ah qu'elles non, font, non, c'est juste faire clairement. pousser des seins et faire pousser des sgeg. Elles font rien d'autre. Bah, du moins, c'est ce qu'elles font dans le ventre, C'est ce que vu tu que c'est la vois, première, mais, la mais, mais ce première qu'on voit, puberté intra-utérine. Ouais. ouais, mais la vérité n'est pas réductible à ce qu'on voit. Ah non, non, mais pas du tout. Moi, je reste tout à fait ouverte. Mais je dis comment je comprends les choses. Donc voilà, on a ce corps de fœtus qu'on bombarde une première fois d'hormones dans le ventre pour commencer à lui faire pousser le pénis, etc. Et qui se retrouve bombardé d'hormones ensuite à l'adolescence. On Mais voit là, bien que ces hormones, finalement, semblent ne faire pousser que les caractéristiques sexuelles et je vois mal comment elles auraient d'autres effets. Par contre, qu'on est en déficit d'hormones, c'est autre chose. Et après, il y a également l'androcure. Donc l'androcure, c'est ce qu'on utilise souvent pour bloquer aussi la testostérone chez les trans qui ont encore leurs testicules. Et là, oui, là, ça crée beaucoup d'effets secondaires, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas les hormones au sens strict. d'accord. Phoenix, si tu as un avis ou quelque chose à nous Je dire m'y sur ce connais très sujet. peu. Je m'y connais très peu en médecine. Le seul article que j'avais lu sur le Carne il y a un moment expliquait que les questions de transidentité étaient peut-être liées à des bains hormonaux particuliers, le fait qu'on ne produit pas forcément. Voilà, il y a des gens qui produisent beaucoup de testostérone, d'autres très peu. Et donc potentiellement, il y aurait une décorrélation avec ça. En tout cas, je crois que c'est pas le cas pour toi, Octavie, me Non, moi, ce qui semble-t-il. m'intéresse aussi, c'est que, bon, on connaît Sis, on s'est connus dans ce milieu d'extrême droite sur Discord. Et Oula, là-bas, ce qu'ils adoraient non, non. particulièrement, c'était, non, mais bon, pour faire simple, ce qu'ils adoraient beaucoup, c'était l'idée que les hormones étaient une sorte de faiseurs de personnalité. Donc, ouais, les Alors, hommes étaient Ouais. agressifs par rapport à la testostérone, les femmes étaient plutôt douces et dociles par rapport aux estrogènes. Moi, ce que j'aime bien montrer avec mon propre cas, c'est que non, en fait, la testostérone, l'agressivité, elle ne la conditionne absolument pas. Moi, je suis une furie plus que jamais depuis que je suis trans, alors que ma testostérone est à des taux, même pour les femmes cisgenres, c'est plus bas qu'elle. Donc, ça aussi, j'aime bien illustrer en fait par les faits finalement des certaines réalités. juste, j'ai retrouvé l'étude là qui sera en lien et juste, je voulais t'informer. Euh, on a quand même quelque chose qui est. Je te donne la conclusion brute d'une étude. Les hommes prenant des hormones féminines, puisque c'est ton cas, connaissent un risque élevé de formation de caillots dans le sang qui peuvent s'avérer fatals lorsque situés dans les poumons. Leur chance de contracter un cancer du sein ou une coronopathie ou une maladie cérébrovasculaire, des calculs biliaires ou des niveaux élevés de sécrétion de l'hormone de la lactation, la prolactine, augmentent d'une manière exponentielle. Et à l'inverse, pour les femmes qui prennent des hormones mâles, elles risquent fortement de développer des érythrocytoses, un nombre trop élevé d'hématies. Leur chance de contracter une dysfonction hépatique sévère est majorée sévèrement
on est aux alentours de 40% par rapport à la prévalence dans la population dite normale. Et elles peuvent avoir des maladies cérébrovasculaires également, de l'hypertension, des cancers de la poitrine ou des cancers utérins. C'est en forte augmentation également. Donc, il y a véritablement quand même des risques, surtout qu'en plus, c'est des hormones de synthèse, donc ce n'est pas forcément non plus de véritables hormones. Je sais que certains pensent qu'on peut faire à l'identique tout ce que fait la nature. Je pense que c'est plus complexe que ça quand même. Voilà. Je crois que tu voulais répondre, Phoenix, à… Ouais, très rapidement, non, mais juste en une phrase, parce que pour montrer que selon moi, en plus, on n'en sait rien par rapport à ça, dans la mesure où, bon, ton cas est un peu particulier, parce que finalement, tu as pris les hormones après le développement cérébral que tu as connu en tant qu'homme. Et j'ai aucune idée de à quel point la testostérone et les œstrogènes peuvent impacter la personnalité. Euh, Enfin, mais voilà, c'est juste pour dire que je pense que la façon dont tu prends des conclusions là-dessus est peut-être, me semble un petit peu hasardeuse. Et voilà, c'est tout. D'accord. Mais tout à fait. Moi, je suis pas du tout en train de défendre l'idée que c'est pas dangereux, allez-y. Absolument pas, hein. Moi, je me considère comme une tête brûlée. J'aime bien faire des trucs un peu risqués, donc non, pas du tout. Je dis pas que c'est sécurisé. Par contre, après, je dis ce que je pense par rapport à ce que je ressens, etc. Si vous voulez un effet, contrairement à l'agressivité, tout ça, machin, la mémoire. Ça, honnêtement, personnellement, ma mémoire, elle a pris un coup depuis que je suis sous estrogène. Et là, en effet, il y a peut-être quelque chose. Il me semble qu'il y a des études qui disent que la testostérone est assez efficace de ce point de vue. Donc voilà, moi j'ai clairement perdu en mémoire depuis que je suis en transition. Donc il y a des effets liés aux hormones. Mais pour rebondir aussi sur les maladies, au TIO de sang, etc., bah, c'est aussi le fait de l'estrogène aussi. Je sais que les femmes ont une circulation sanguine plus fluide ou l'inverse. Et là aussi, donc ça crée aussi des complications, enfin, sont plus sujettes à certaines complications qu'à d'autres. Mais du coup, on a le même problème que les femmes. C'est pas tellement lié forcément au statut. Ah non, non, dans l'étude, il y a véritablement une prévalence de 30% supérieure sur certaines maladies par rapport à la population normale. C'est-à-dire qu'un trans femme a 30% de plus de développer les maladies que j'ai citées qu'une femme normale. Donc, c'est véritablement, en fait, quelque chose de différent. Là, ce n'est pas les hommes et les femmes qui sont comparés, c'est les trans femmes D'accord. comparées Alors aux ça, femmes. c'est peut-être… D'accord. Mais ça, c'est peut-être lié aussi au taux d'estrogène. Moi, je sais que personnellement, on va dire qu'en moyenne, une femme cisgenre est autour de 232, peu importe l'unité de mesure, hein, je dis un truc comme ça. Moi, je tourne autour de 400. Je sais que certaines trans tournent autour de 500, 600. Voilà, on se positionne beaucoup plus parce qu'on veut plus d'effets, mais ça aussi, ça peut peut-être en effet conditionner des problèmes. Mais tout le monde n'est pas obligé forcément de… Voilà, ça dépend comment on joue chez toi, en fait. Chacun prend le risque qu'il prend. Et donc bon, c'est pas forcément en absolu, c'est peut-être parce qu'on joue un petit peu avec le feu en augmentant les taux supérieurs à la nation. On y revient, la sagesse de la nature qui sait faire les choses elle toute seule, qui sait doser et créer dans le corps une homéostasie qui nous maintient en bonne santé pour très longues années, ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on joue un petit peu quand même aux apprentis sorciers. Et là, on va arriver sur le thème sur le thème qui est récurrent, on revient toujours à ce thème, c'est sur le thème voilà, comment dire, du transhumanisme, en fait, de la modification des corps à outrance, sans avoir fait d'études avant, sans se poser de questions, sans avoir fait d'études. Moi, c'est quelque chose qui me paraît véritablement dangereux au niveau individuel, on l'a vu, mais c'est dangereux également au niveau d'une civilisation, parce qu'on ne sait pas, en fait, quel genre de génération on est en train de créer, en fait. Comment tu vois ça, toi, au niveau du bien commun, en fait, hein, ce mot qui est un peu oublié par nos générations, le bien commun, Alors, moi, je vois les choses d'une manière négative, mais peut-être que toi, tu peux voir du positif aussi dans ce que peut apporter la condition trans au bien commun. Mais justement, pour moi, le positif, c'est vraiment ça, en fait. C'est l'idée de se dire, on a aujourd'hui beaucoup d'individus qui se disent, je ne suis pas bien dans mon corps d'homme, dans mon genre d'homme, ou dans mon genre de femme et mon corps de femme. Et donc, ils s'emparent de cette possibilité technique un peu à la mode, qui est la transidentité. Donc, peut-être que tout ce qu'on doit se dire, c'est, il y a un problème avec les genres aujourd'hui. Donc, déconstruire, reconstruire, je sais pas. Mais il y a un problème clair avec ça. Et que peut-être que si les individus, en fonction de leur sexe, avaient été attribués à une fonction plus adapté ou avec plus de liberté d'embrasser des fonctions qu'ils voulaient, peut-être en effet que ça va s'équilibrer et que la transidentité n'aurait été qu'un symptôme provisoire.
Donc, mais c'est aussi important de le rappeler parce que ça va pas assez vite finalement. La société évolue doucement, la technique évolue plus vite. Donc, du coup, on s'empare de la technique pour corriger les défauts de la société. Je passe de l'autre côté, c'est plus simple. Mais voilà, donc peut-être que cette transidentité doit nous interpeller plus loin et ne pas être réduite à un scandale qui peut vite étouffer. Il faut réfléchir à notre façon d'être en société. Je vais faire mon stoïcien de base, mais est-ce que les stoïciens avaient confiance également en la sagesse de la nature, mais est-ce que quand on a un problème avec le genre, et ça je le nie pas, on voit véritablement qu'on a un problème, les gens sont complètement paumés, en tout cas de plus en plus de gens sont complètement paumés, mais on a souvent l'habitude de mesurer l'intelligence à la capacité d'adaptation. Et justement, quand on a un problème de ce type, est-ce qu'on ne doit pas s'adapter? C'est-à-dire, nous-mêmes, notre intériorité, est-ce qu'elle ne doit pas s'adapter à des données nouvelles dans notre environnement? Pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait qu'on adapte notre corps? Et pourquoi, par exemple, je te donne un exemple. J'ai peur de la mort, j'ai pas envie de mourir. La sagesse des stoïciens, c'était justement de s'habituer psychologiquement à vivre avec la finalité, à vivre avec la mort, à vivre avec la limite et à apprendre à en être heureux. Et aujourd'hui, on dirait que, comme je l'ai dit la dernière fois, plus de limites, plus de sagesse. Et donc, du coup, on pète tous les murs et puis on se dit, ah, la mort, il faut la tuer. C'est ce que disent les scientifiques de Google, on va tuer la mort. Et j'ai l'impression que sur la question du genre, c'est pareil. C'est-à-dire que si je me sens mal en tant qu'homme, eh bien, peut-être qu'il faut que je travaille sur ma manière d'être homme, peut-être qu'il faut que je travaille sur la façon dont je déploie dans la société ma façon d'être homme, mais pourquoi est-ce que je devrais devenir une femme? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, au lieu de détruire mon corps, je ne devrais pas plutôt essayer de modifier quelque chose de plus mou, quelque chose de plus construit, quelque chose de plus plastique, c'est-à-dire ma psyché, ma psychologie, mon esprit? Oui, parce que juste pour ajouter une toute petite ligne à ça, en reprécisant la question, pour toi, Octavie, la question de la transidentité, c'est en grande question une partie stratégique. Et donc, dans la mesure où finalement, tu nous dis que voilà, toi, tu étais attiré par finalement une forme d'esthétisme féminine, est-ce que tu penses pas que tu aurais pu modifier cette donnée-là et puis justement, voilà, avoir un chemin un peu plus stoïcien et ne te contenter de ton ancien corps? Donc, sur le stoïcisme, bon, il faut quand même rappeler certaines choses. C'est une idéologie qui est développée dans l'Antiquité et notre brave Sénèque, il avait vécu au XXIe siècle, n'aurait pas eu fortement les mêmes pensées. C'est-à-dire que l'Antiquité se caractérise quand même par un progrès technique très très limité. On rencontre très très vite les limites et pour mieux les accepter, on développe une philosophie stoïcienne. Mais aujourd'hui, on a une époque où finalement les limites sont beaucoup plus lointaines et on a l'impression, hein, on regarde depuis la révolution industrielle, du progrès technique qui avance, que ça va encore être de plus en plus conséquent. Il va y avoir de plus en plus de possibilités. Du coup, la morale, l'idéologie, la philosophie des individus n'est plus portée sur la résignation, mais sur l'espérance. Et moi, je suis pas certaine que le stoïcisme soit très adapté à notre époque, parce qu'on est dans une époque d'espérance, justement, et je vois pas pourquoi on se résignerait face à tout ça. Alors juste, je voulais dire sur le stoïcisme, il y a quand même une dimension que tu occultes. Peut-être que tu essayes de rationaliser des émotions ou que tu essaies de rationaliser des comportements, mais le stoïcisme, c'est pas simplement se contenter de ses limitations, parce que c'est vraiment pas le discours de Sénèque. En plus, je l'ai révisé il y a pas longtemps, puisque j'ai fait des vidéos sur lui, mais il y a une véritable dimension de sagesse également quand même dans le stoïcisme, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'acceptation bête et méchante des limitations. Au contraire, il y a certaines limitations qu'il faut accepter, mais il y a certaines limitations qu'il faut exploser. En l'occurrence, par exemple, les limitations de la sagesse, qui est assez limitée à cette époque, mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Il donne de véritables méthodes pour les développer. Mais c'est vrai qu'il y a des limites, et ces limites, en fait, on a l'impression qu'elles ne veulent plus être acceptées. Et voilà, après, ces limites ne sont pas une fin en soi. J'entends ce que tu dis. Tu voudrais aller plus loin que ces limites, d'accord. Mais pour aller plus loin que ces limites, il y a aussi la dimension de sagesse. Quelle est la sagesse, en fait, derrière le fait de modifier, somme toute, juste formellement un corps, puisque on l'a dit, chromosomiquement, je vais y arriver avec ce mot, on reste toujours un homme. C'est-à-dire que tu resteras toujours, pour moi, tu peux mettre une construction sociale, une étiquette, comme tu le disais, une construction sociale trans, mais biologiquement, pour moi, tu seras toujours un homme. Mmh.
Du coup, quelle est la question en fait? Moi, je suis Là, c'était trans, plutôt une donc constatation en forme de conclusion. je suis un homme chromosomique, mais disons que ce n'est pas ma faute en fait. C'est-à-dire que des hommes hétéros, des femmes lesbiennes, pour ces gens qui se pensaient très attachés à leur sexe ou quoi que ce soit, bah non, ce qui compte, c'est mon genre en fait. C'est ça qui va les fasciner. C'est-à-dire qu'un homme qui se parle d'un genre féminin et qui, au passage, ne se contente pas d'un travestissement, tue un peu son corps, bah, finalement va plaire à un homme qui pensait n'aimer que les femmes. Et cet homme va se rendre compte que ce qui était important, c'est peut-être pas le corps lui-même, mais le genre en tant que tel, la représentation, les comportements, l'attitude, ce qu'on veut. Euh, non, pour moi, je maintiens, il y a beaucoup de choses à comprendre de cette transidentité. Par contre, je ne défends pas la transidentité comme une sorte d'absolu à maintenir. Non, je pense que c'est un épisode qui nous enseigne, qui nous apprend, et qui, encore une fois, doit vraiment nous pousser à repenser le genre et comment finalement on s'intègre dans la société et puis quelles sont les connotations qu'on se met, sachant que je complique les choses en disant qu'il ne faut pas supprimer toutes les connotations. Les gens ont besoin de connotations. Il y a un travail à faire là-dessus. Et puis au niveau de la psychologie, voilà, faut mieux comprendre le fonctionnement des gens. Et par rapport au stoïcisme, c'est ça. Pour moi, la légitimité, c'est pas la sagesse, je sais pas trop quoi, mais la légitimité, c'est l'épanouissement. Il faut que chacun finalement trouve un épanouissement. Mais il faut évidemment que cet épanouissement bon, de toute façon, les LGBT qui passent leur temps à faire du déni, hein, à dire je suis une vraie femme, qu'est-ce que tu racontes, etc. Moi, je pense pas qu'ils sont très épanouis en fait. Hein. Ils sont épanouis dans leur caisse de résonance avec ceux qui pensent comme eux, mais une fois qu'ils sont en dehors de ça, ils souffrent. Donc du coup, non, ça c'est pas viable, l'illusion, le déni. Il faut toujours rester proche du réel, hein. Mais pour autant, ce réel, tant qu'il offre des possibilités, je vois pas pourquoi on se priverait de les embrasser, puis ensuite d'adapter au mieux. Parce qu'en effet, par rapport au côté sanitaire, en effet, peut-être qu'être trans, c'est très problématique du point de vue de la santé. Donc, on verra. Et en effet, il faudra s'adapter autrement. Alors moi, en forme de conclusion, je vais simplement, juste vite fait pour répondre au fait que effectivement, ça peut être l'épanouissement de changer de sexe. Il y a une prévalence, pareil, je mettrai l'étude en description. C'est une étude suédoise, donc un pays qui est plutôt progressiste, hein, normalement, surtout au niveau du genre d'ailleurs. Ils ont été en avance sur beaucoup d'autres. Eh bien, cette étude, en fait, nous explique qu'il y a 50% de plus de dépression, d'anxiété ou de dédoublement de la personnalité chez les personnes trans. C'est-à-dire, je ne parle pas de personnes qui font une dysphorie de genre et qui ont envie de changer. Je parle de personnes qui ont déjà transitionné. C'est-à-dire que les personnes ont déjà fait ce qu'elles voulaient et quand même, elles ont une prévalence de plus de 50% avec des maladies mentales associées. Donc là, l'épanouissement, il est quand même assez limité. Donc ce sera ma conclusion. Et ma conclusion, je vais la terminer par une phrase de cet échange. Hein, je te dis comment je l'ai senti. On a l'impression que toi, tu mets la culture en avant, c'est-à-dire que tu voudrais en fait rejeter dans les poubelles de l'histoire et dans les poubelles du ça m'arrange pas, eh bien toute la biologie et toute la sagesse moléculaire qui nous a amenés jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Alors que moi, je serais plutôt attaché à la nature, attaché à une sagesse qu'on ne perçoit pas toujours, mais qui quand même, si on regarde la théorie de l'évolution, est quand même pas mal foutue. Et, euh, et moi, je suis plus réticent à accorder de l'importance justement à l'identité de genre construite, parce que comme elle est socialement construite et comme elle est culturellement construite, et comme on le voit selon les géographies, elle est différente, je sais qu'elle est plastique, je sais qu'on peut la modifier sans trop de problèmes, sans prendre d'hormones, sans faire d'opérations, sans broyer la vie de certaines personnes. Donc pour moi, c'est beaucoup moins risqué et ça apporte un épanouissement beaucoup plus puissant selon moi. Voilà, ce sera ma conclusion. Je te laisse peut-être, Octavie conclure et puis après on donnera la parole à Phoenix pour la conclusion finale. Donc, simplement sur le genre, épanouissement beaucoup plus puissant, aujourd'hui, non. Parce que clairement, moi, si j'étais resté un garçon, j'aurais eu beaucoup moins de succès dans beaucoup de situations. Donc voilà, il faut que les mœurs évoluent, peut-être, il faut que les genres ils changent, etc. Mais aujourd'hui, ça aurait pas été possible autrement. Ensuite, concernant la nature, moi, j'ai une vision différente de la nature. Moi, je pense que la nature, elle a pris Homo sapiens pour lui donner un but. Homo sapiens, c'est la seule espèce qui développe de la technique d'une façon très C'est prononcée. faux. Et je La pense dernière vidéo juste avant le montre. C'est faux. Les corbeaux utilisent des outils. très bien, mais pas à notre échelle. Moi, je pense que c'est Homo sapiens qui a le rôle de faire passer la vie d'un statut biologique à un statut autre, peut-être numérique, je sais pas, pour que la vie continue de se développer dans l'univers. Donc, et que finalement, nous, on doit, enfin,
c'est notre rôle en fait. La technique fait avancer l'histoire et du coup la nature nous confie ce rôle et on doit faire avancer la technique et ne pas s'arrêter en cours de route et dire bah c'est la nature. Donc voilà, moi je pense même que c'est naturel finalement de développer la technique, le transhumanisme, de faire muter la vie pour lui permettre finalement de conquérir l'univers toujours plus. Voilà, je conclurai là-dessus. Phoenix, à toi la conclusion? Non, moi j'ai trouvé l'échange très intéressant. À titre personnel, je pense pas qu'il y ait de but que la nature nous assigne ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut toujours se construire l'illusion de se dire, bah tiens, on a une finalité, quelque chose comme ça. Et simplement, je pense être un peu d'accord avec vous deux sur certains points, mais pour autant, je me garde la possibilité de croire que certaines personnes ont un petit enfant, garçon ou femelle, au fond du cœur, et que peut-être que ça va au-delà d'une simple stratégie. Ok, Voilà, je vous invite à aller vous abonner peut-être aux différents réseaux, peut-être à laisser votre avis sous la vidéo, potentiellement à venir sur le serveur Neosofia aussi, pour venir en discuter. Et je te laisse conclure. eh ben, merci à vous deux. À la manière dont se termine cet échange, je pense que le prochain échange, s'il a lieu, il faudra qu'il soit sur le transhumanisme, hein, parce que c'est là où on en est arrivé, c'est-à-dire la nature versus la culture, la nature versus la technologie. Donc, je pense que ça pourrait être un débat extrêmement intéressant et puis qui nous pousserait un petit peu plus loin que dans les simples limites du transgenrisme et ça nous permettrait de ne pas réduire Octavie à sa simple facette identitaire de transgenre. Voilà, ça nous permettrait d'aller un petit peu plus loin. Merci à vous deux. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à tous les réseaux comme l'a dit Phoenix. À très bientôt. Ciao.